Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où on va déconstruire nos obsessions modernes. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré du monde du travail et du développement personnel, les objectifs chiffrés. Salut Sarah. Et oui, on va parler de pourquoi votre tableau Excel est probablement en train de ruiner votre entreprise, ou pourquoi votre montre connectée vous ment. On va parler de la loi de Goodhart. C'est un sujet fascinant parce qu'on vit dans une dictature de la métrique. Tout doit être mesurable. Si tu ne peux pas le mesurer, ça n'existe pas. Mais Thomas, tu voulais commencer par nous emmener faire un petit voyage dans le temps, direction l'URSS, c'est ça ? Exactement. Pour comprendre la stupidité des indicateurs mal placés, il faut regarder l'industrie soviétique. C'est l'exemple d'école. Imagine un peu la scène. Tu as une usine de clous. Le plan central, le Gosplan, décide qu'il faut augmenter la production. Jusque-là, ça semble logique pour une économie industrielle. Oui, mais comment tu mesures la production ? Le bureaucrate à Moscou, il ne voit pas les clous, il voit des rapports. Donc, la première année, il décide de fixer l'objectif basé sur la quantité. L'usine doit produire, disons, 1 million de clous. Et les ouvriers veulent leur prime. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à produire des clous minuscules, des épingles, pratiquement. Inutilisables pour la construction, trop fragiles pour tenir quoi que ce soit, mais sur le papier, l'objectif du million est atteint. Champagne au Kremlin. Donc l'année suivante, j'imagine que les bureaucrates s'en rendent compte et changent la règle. C'est ça. Ils se disent qu'on ne peut pas les avoir deux fois. Cette fois, l'objectif sera basé sur le poids total de la production. On veut 10 tonnes de clous. Et là, la magie de l'optimisation humaine opère à nouveau. Les ouvriers fondent tout le métal disponible pour créer quelques clous gigantesques, des trucs qui pèsent des centaines de kilos chacun. C'est complètement absurde. Tu te retrouves avec un clou géant au milieu de l'entrepôt et tu dis « Voilà, objectif atteint, payez-moi ». C'est drôle, mais c'est tragique, parce que l'objectif réel, qui était de fournir des matériaux de construction utiles au pays, a été complètement oublié au profit de la mesure de cet objectif. J'avais entendu une histoire similaire avec des serpents en Inde à l'époque coloniale britannique. C'est le même principe, non ? L'effet Cobra, c'est mon préféré. Le gouvernement britannique voulait réduire le nombre de cobras à Delhi. Logique. Ils ont donc offert une prime pour chaque cobra mort rapporté. Au début, super, les gens chassaient les serpents. Mais j'imagine que les locaux ont vite compris le système. Ils se sont mis à faire de l'élevage de cobras chez eux. C'était devenu une source de revenus. Tu élèves des serpents, tu les tues, tu touches la prime. C'est de l'argent facile. Et quand les Anglais ont compris ? Ils ont annulé la prime. Du coup, les éleveurs se sont retrouvés avec des milliers de cobras qui ne valaient plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont relâchés dans la rue. Résultat final, il y avait plus de cobras après la mesure qu'avant. C'est fascinant comme l'esprit humain est câblé pour trouver le chemin de moindre résistance. Dès qu'on pose une règle, on cherche la faille. C'est la définition même de la loi de Goodhart, formulée par l'économiste Charles Goodhart en 1975, puis vulgarisée par Marilyn Strathern. La phrase exacte est « Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure ». Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de notre discussion, Thomas. Parce qu'on pourrait se dire que les usines soviétiques ou l'Inde coloniale, c'est loin, que nous, on est plus malins. Mais en fait, on s'applique cette torture à nous-mêmes tous les jours. Ah mais totalement, on est nos propres tyrans soviétiques. Prends l'exemple de la lecture. C'est très à la mode de se fixer un objectif de lecture annuel. Genre, cette année, je lis 50 livres. Je plaide coupable, je l'ai fait l'année dernière sur Goodreads. Et qu'est-ce qui s'est passé vers le mois de novembre quand tu as vu que tu n'étais qu'à 35 livres ? J'ai commencé à chercher des livres très courts, j'ai relu des bandes dessinées, j'ai écouté des livres audio en vitesse x2, juste pour voir le compteur monter. Voilà, tu as optimisé le chiffre, mais tu as sacrifié l'essence même de la lecture qui est l'apprentissage, l'évasion ou la réflexion. Lire 50 livres nuls ou survolés, c'est techniquement une réussite selon ton KPI, ton indicateur clé de performance, mais c'est un échec intellectuel. C'est vrai, je me souviens avoir fini un livre sans rien en retenir, juste pour pouvoir cocher la case « Donne ». C'est quand même triste. C'est la même chose avec les pas, les fameux 10 000 pas par jour. Je connais des gens, et je ne citerai personne, qui secouent leur poignet le soir sur le canapé pour arriver au chiffre rond avant de dormir. On l'a tous fait, ou marcher en rond dans la cuisine en se brossant les dents. Mais le but, c'est la santé. Secouer le bras ne fait pas travailler ton cardio, mais ton cerveau reçoit sa petite dose de dopamine parce que la montre a vibré et a affiché un feu d'artifice virtuel. On hack notre propre système de récompense. On triche au solitaire. C'est ça qui est fou. On sait qu'on triche, mais la satisfaction d'atteindre le chiffre est plus forte que la réalité du bénéfice. C'est parce qu'on confond la carte et le territoire. C'est le cœur du danger. Le chiffre, c'est la carte. C'est une représentation simplifiée de la réalité. La réalité, le territoire, c'est ta santé, ta culture ou la performance réelle de ton entreprise. Parlons-en des entreprises. Parce que si secouer son poignet, c'est pas très grave, dans le monde pro, ça fait des dégâts monstrueux. C'est catastrophique. Prenons les centres d'appel. C'est l'enfer de la loi de Goodhart. Souvent, les managers veulent réduire les coûts. Donc, ils fixent un objectif, la durée moyenne de traitement, ou DMT. L'appel doit durer moins de 3 minutes. Si l'appel dure moins de 3 minutes, ça veut dire que l'employé est efficace, non ?
En théorie. En pratique, si je suis payé pour raccrocher vite, qu'est-ce que je fais? Je bâcle la réponse. Je te dis de redémarrer ta box et je raccroche avant que tu puisses protester. Ou pire, je te raccroche au nez accidentellement au bout de 2 minutes 50. Et du coup, le client est furieux, il rappelle. Exactement. Il rappelle 3 fois, donc le volume d'appel explose. Mais le manager, lui, regarde son tableau Excel et dit « Bravo l'équipe, la durée moyenne est de 2 minutes 45, on est bon ». Alors qu'en réalité, le service client est en train de brûler et la marque perd ses clients. C'est l'exemple parfait de l'optimisation de la mauvaise chose. On voit ça aussi sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu qui veulent des vues à tout prix. Ah, le fléau du clic. Si ton unique mesure de succès, c'est le nombre de vues ou de likes, tu vas naturellement glisser vers le contenu le plus clivant, le plus stupide ou le plus choquant. Tu vas faire des titres mensongers, tu vas faire du clash. Parce que la nuance ne fait pas de clic. La nuance, l'intelligence, la profondeur, c'est difficile à mesurer. Un clic, c'est binaire, ça a cliqué ou pas. Donc l'algorithme et le créateur qui suit l'algorithme optimisent pour le réflexe reptilien, pas pour la qualité. On se retrouve avec un Internet poubelle parce qu'on a mis les mauvais KPI. Et ça touche même l'éducation, le teaching to the test aux États-Unis par exemple. Oui, si tu évalues les profs uniquement sur les notes des élèves à un examen standardisé, les profs arrêtent d'enseigner. Ils ne font que du bachotage. Ils apprennent aux élèves comment répondre aux questions spécifiques de l'examen, pas comment réfléchir ou comprendre le sujet. On produit des singes à savants capables de cocher des cases, pas des citoyens éduqués. C'est assez déprimant, Thomas. On a l'impression qu'on est piégé. Dès qu'on met un chiffre, on le corrompt. Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'on doit juste abandonner toute forme de mesure ? Non, il ne faut pas abandonner la mesure, mais il faut changer notre relation avec elle. Il y a des solutions. La première, c'est de ne jamais avoir une seule métrique isolée. Il faut les mettre en tension. Tu veux dire avoir 2 objectifs qui s'opposent ? Voilà, si on reprend l'exemple du centre d'appel, tu mesures la durée de l'appel, d'accord, mais tu la couples obligatoirement avec la satisfaction client à chaud ou le taux de résolution au premier appel. Donc si je vais vite mais que le client est mécontent, je suis pénalisé. Exactement. Les 2 métriques se chamaillent mutuellement. Si tu vas trop vite, la qualité baisse. Si tu es trop perfectionniste, la productivité baisse. L'équilibre se trouve entre les deux. C'est un peu comme le régime et le sport. Si tu ne regardes que le poids sur la balance, tu peux arrêter de boire de l'eau ou te couper une jambe, tu auras perdu du poids. C'est l'image parfaite. Se couper une jambe pour perdre 15 kilos, c'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire Goodhart. Donc il faut mesurer le poids, mais aussi le niveau d'énergie, la masse musculaire, le tour de taille. C'est la triangulation. Plus tu as de points de données variés, moins c'est facile de tricher. Et j'imagine qu'il faut aussi réintroduire de l'humain, du qualitatif. C'est indispensable. Le jugement humain doit toujours avoir le dernier mot sur le chiffre. C'est ce qu'on appelle le bon sens, qui est malheureusement devenu une ressource rare. Si un employé a des chiffres moyens, mais que tout le monde adore travailler avec lui et qu'il résout des problèmes complexes que personne d'autre ne sait gérer, il a de la valeur. Une valeur que le KPI ne voit pas. Donc accepter que tout n'est pas mesurable. Oui, il y a une citation célèbre, souvent attribuée à Einstein, mais qui est probablement du sociologue William Pose Cameron. Tout ce qui compte ne peut pas être compté, et tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément. C'est très vrai. Pour revenir à notre niveau personnel, comment on applique cette solution ? Pour mes livres, par exemple ? Arrête de compter les livres, fixe-toi plutôt un objectif d'habitude, genre je lis 30 minutes tous les soirs avant de dormir, peu importe si tu lis 2 pages ou 50, l'objectif c'est le processus, pas le résultat final. C'est beaucoup plus sain, ça enlève la pression du chiffre. Et pour les entreprises, il faut arrêter de lier les primes financières directement à des objectifs trop spécifiques et isolés. C'est la recette pour créer des cobras. Il faut des objectifs plus larges, basés sur la mission globale, et une part d'évaluation subjective par les pairs. En résumé, le chiffre doit être un outil de diagnostic, comme un thermomètre, mais pas le but ultime. C'est ça. Si ton thermomètre indique que tu as de la fièvre, le but n'est pas de mettre le thermomètre dans le frigo pour faire baisser le chiffre. Le but est de soigner l'infection. Nous, on passe notre temps à mettre nos thermomètres dans le frigo en se félicitant d'être en bonne santé. C'est une excellente image pour conclure. Merci Thomas pour cette analyse. On va essayer d'arrêter de se mentir à nous-mêmes cette semaine. Essayez au moins. Et ne regardez pas combien de minutes vous avez écouté ce podcast, demandez-vous plutôt ce que vous avez appris. Touché. Merci à tous. À la prochaine.